Bienvenue pour ce GPS pour la famille. Aujourd'hui, Tiffaine Liégeois va nous parler des bienfaits d'une bonne conversation. Tiffaine, je te laisse la parole pour te présenter et puis nous partager ce topo. Bonjour à tous. C'est une joie pour moi d'intervenir dans ce GPS pour la famille dont j'ai entendu parler depuis très longtemps. Je me présente, donc je suis Tiffaine Liégeois. Je dirige aujourd'hui un centre culturel à Toulouse et mes différentes expériences professionnelles m'ont amené à m'intéresser à la direction d'équipe notamment et aussi au leadership. Et c'est vrai que j'ai à cœur vraiment de mettre les personnes au cœur de mon activité, de les servir par mon travail, de chercher à les inspirer, à les faire grandir. Cette notion d'inspiration m'anime beaucoup. Et j'ai pris conscience ces derniers temps de l'importance des conversations comme un puissant moteur de développement des personnes et aussi comme un véritable outil pouvant faciliter les relations amicales, les relations professionnelles, les relations familiales de qualité. Et d'une certaine manière, les conversations, les bonnes conversations, nous permettent finalement de jouir de relations solidement ancrées sur la confiance et sur la loyauté. Et je pense que c'est très important aujourd'hui et ça facilite énormément euh, voilà, les choses. Ça met de l'huile dans les rouages et c'est souvent bien important. Donc c'est donc de ce sujet, des conversations importantes, des conversations inspirantes, des conversations qu'on pourrait dire aussi, appeler aussi conversation cruciale. C'est donc de ce sujet que je vais vous parler aujourd'hui en essayant justement de mettre en avant les bienfaits d'une bonne conversation. C'est un sujet qui n'est pas facile et je dois bien reconnaître que quand bien même moi je suis persuadée de l'enjeu des conversations en vérité, il m'arrive toujours d'avoir le trac à l'heure de les aborder et puis parfois il m'arrive aussi encore de les fuir parfois. Et ça peut être intéressant de se demander, et vous? Et vous, vous arrive-t-il aussi d'avoir peur d'aborder ces conversations, sujettes parfois à discussion, sujettes à désaccord, sujettes parfois à conflit? Il est légitime d'avoir un peu le vertige à l'heure d'avoir des conversations importantes, difficiles. Il est assez naturel de ne pas trop oser s'approcher de la difficulté, d'avoir la tentation un peu de s'éloigner du danger ou carrément de fuir. Et c'est sûr qu'on sait bien que sortir de notre zone de confort, assumer un risque, n'est jamais très plaisant. Et pourtant, ne rien faire ou fuir, est-ce pourtant plus confortable? C'est important aussi de se poser cette question. À court terme, c'est vrai qu'on peut penser que oui, c'est plus confortable de fuir. Et parce que essentiellement, on s'écarte de la difficulté immédiate, on s'écarte de notre crainte immédiate, on s'écarte de ce vide qu'on voyait dans la slide précédente, on respire mieux, mais en général, c'est seulement provisoire. En général, le problème, le questionnement, l'aide qu'on souhaitait apporter à une personne, on va dire le problème, persiste, ou en tout cas, voilà, l'opportunité d'aider quelqu'un à grandir continue de nous sauter aux yeux et en quelque sorte de nous tourmenter si nous n'agissons pas. Si nous refusons d'agir, si nous repoussons une conversation difficile, rapidement, en fait, les choses s'enveniment, se compliquent, se détériorent, s'enlisent parfois ou stagnent. Celui qui aurait pu être grand par l'aide que nous aurions pu lui apporter, peut-être reste médiocre, ou pire que ça, se fait du mal. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que ne pas avoir le courage d'affronter loyalement une conversation nous mène droit au mur. Et ça, c'est pas non plus très confortable. Si chacun et chacune d'entre nous, là, on s'imagine dans un train à grande vitesse en train de nous écraser sur le mur que nous voyons en face de nous. Non, ça n'est pas confortable. Et je pense que la peur du vide est peut-être plus facilement affrontable. Alors, au lieu de se reprocher parfois une non-assistance à personne en danger, prenons notre courage à deux mains pour ne pas éluder les conversations. Éluder les conversations, c'est quelque chose de très facile. Et malheureusement, la société actuelle nous donne tous les moyens d'éluder. C'est assez facile de se cacher derrière la messagerie de son téléphone, facile de se cacher derrière les mails que nous pouvons écrire, retrancher derrière l'écran de notre ordinateur.
c'est très facile de se cacher derrière nos messages WhatsApp, hein, qui peuvent parfois être un peu cinglants, hein, euh, voilà, ou en tout cas, on, on émaille parfois aussi nos SMS et nos messages WhatsApp d'émoticônes qui sont censés faire comprendre à notre interlocuteur quel est notre état d'esprit, mais c'est pas toujours probant en fait, hein. Et c'est vrai que je pense que c'est important qu'on s'arrête et qu'on se pose cette question, hein, pourquoi agissons-nous ainsi si souvent, hein? Pourquoi finalement, alors qu'il nous paraît évident et nous voulons, hein, aider les personnes qui nous entourent, nous voulons vraiment sortir de relations qui parfois sont un peu abîmées, qui sont stériles, qui sont stagnantes, pourquoi il nous arrive si souvent de fuir, hein, et de mettre au fond un couvercle sur les choses qui ne vont pas? Est-ce que c'est de la timidité? Est-ce qu'au fond c'est une recherche d'efficacité parce qu'on est dans un monde hyperactif, on n'a pas le temps de s'arrêter, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de penser, on ne s'arrête pas. Donc on fonce droit au mur comme on a vu tout à l'heure et on ne prend pas le temps et on ne pense qu'à l'efficacité immédiate. Est-ce aussi une forme de lâcheté ou de peur? Est-ce parfois la flemme de se compliquer? Parce que oui, c'est compliqué de se poser justement, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande de se remettre en question nous-mêmes. Est-ce tout simplement une attitude un peu égoïste, c'est-à-dire le bien de l'autre, bah, finalement, ne m'intéresse pas tant que ça? Bon, c'est important de se poser ces questions. J'entends souvent cette phrase, alors bon, c'est vrai que moi je m'adresse souvent à des jeunes, à des étudiants, à des adolescents, mais dans la bouche d'un adolescent, on entend souvent cette phrase désolé, j'ai pas assumé, quoi, ou désolé, j'ai pas assumé. Sous-entendu, j'ai pas osé te parler en toute sincérité, j'ai pas osé me mouiller pour te défendre, voilà, j'ai pas géré. La plupart du temps, hein, cette phrase, quand elle est prononcée, en tout cas dans la bouche d'un jeune, hein, elle est prononcée un peu comme une manière de se dédouaner, voire même parfois comme une manière de demander pardon. Bah, c'est déjà un premier pas, hein, c'est déjà une première prise de conscience. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est bon de se demander, voilà, pourquoi nous n'assumons pas en fait, hein, pourquoi nous n'osons pas, aussi bien parfois pour des petites choses qui sont sans importance mais qui peuvent faciliter la vie, comme pour des choses plus grandes, et ça, un peu dans tous les secteurs de notre vie, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, social, etc. Nous tendons parfois, hein, à éviter le face-à-face. Nous tendons à fuir la conversation qui nous paraît compliquée ou que nous avons imaginé compliquée, euh, voilà, fruit de nos cogitations intérieures, en fait, mais qui peuvent ne absolument pas être en rapport avec la réalité. Nous passons, hein, parfois, et c'est bon d'y penser, beaucoup de temps à écrire ou à dicter des messages sur notre WhatsApp, alors qu'en fait, parfois, vraiment, un rapide coup de fil est beaucoup plus cordial, beaucoup plus rapide finalement, et bien souvent beaucoup plus efficace. Alors peut-être une première piste de réflexion pour nous aujourd'hui, c'est de nous poser cette question: m'arrive-t-il de résoudre mes problèmes par mail ou par message plutôt que d'avoir une bonne et saine conversation, franche, loyale et en vérité? Si cela m'arrive, dans quel type de relation cela m'arrive-t-il? Est-ce plutôt dans les relations familiales, dans les relations amicales, dans les relations professionnelles? M'arrive-t-il également d'avoir conscience d'un sujet qu'il faudrait aborder avec une personne de mon entourage pour son bien, pour l'aider à grandir, mais d'en rester au constat sans rien entreprendre dans ce sens? Donc, une fois que nous nous posons toutes ces questions, hein, et nous pouvons aussi nous les poser à l'aide de la slide que je suis en train de mettre sous vos yeux, nous pouvons aussi, hein, piste 2, prendre le temps d'examiner l'état de nos relations. Dans le cadre de la famille, hein, les relations entre époux, bien sûr, les relations aussi entre frères et sœurs adultes, les relations et belles-sœurs, les relations entre belle-mère et belle-fille, gendre et beau-père, voilà, les relations entre amis, bien sûr. Voilà, examine l'état de tes relations. Prends le temps de penser, voilà, à la qualité des relations que tu mènes avec toutes ces personnes. Restes-tu avec des non-dits parfois, hein, avec des frustrations? T'arrive-t-il, vous arrive-t-il, hein, de ruminer intérieurement des heures durant sur quelque chose qui t'inquiète, qui te préoccupe, qui t'agace? Et puis, bah, dis-toi souvent, hein, à ce problème, à cette difficulté, il lui manque finalement une bonne conversation, une conversation en vérité.
Et donc, je vous invite aujourd'hui à faire concrètement la liste des personnes avec qui vous souhaiteriez avoir une bonne conversation et ensuite à vous lancer courageusement à les travailler. Alors, on ne change pas du jour au lendemain. Si on n'a jamais pris l'habitude d'avoir ces conversations en vérité, si elles supposent pour nous un grand challenge, peut-être que vous pouvez commencer par vous dire tous les mois une conversation difficile, tous les mois une conversation inspirante, et puis ensuite vous passerez à peut-être une fois tous les 15 jours, et puis toutes les semaines, et finalement chaque fois que l'occasion se présentera. Vous prendrez petit à petit l'habitude d'envisager la résolution des problèmes, non pas en mode couvercle, mais en mode dialogue. Et en mode dialogue franc, dialogue face à face. Il faut, d'une certaine manière, se convaincre, et je pense que chacun d'entre vous ce soir, vous en êtes convaincu, mais euh, la qualité de notre leadership, entendu en tant que notre désir de faire grandir les personnes, la qualité de notre leadership, elle dépend en grande partie de la qualité de nos interactions personnelles. Euh, D'une certaine manière, notre leadership, il implique justement notre capacité à avoir de l'influence sur les autres, notre capacité, on l'a déjà dit, à faire grandir les personnes qui nous entourent, notre capacité aussi à aider, par exemple, une personne qui est abattue ou qui est découragée. Notre leadership, c'est aussi notre capacité à diriger cette belle équipe qu'est notre propre famille. Et donc, pour exercer ce leadership, la conversation, la conversation courageuse, la conversation inspirante est nécessaire et en tout cas s'avère être un outil très, très utile. Alors à ce stade, peut-être que vous pouvez un petit peu vous poser cette question, mais qu'est-ce qu'une conversation difficile, Qu'entend-on par conversation difficile? Il y aurait mille manières de qualifier ce qu'est une conversation difficile. J'ai voulu, pour ma part, souligner 3 points. C'est finalement une conversation qui est exigeante émotionnellement et intellectuellement. Euh, Elle est exigeante parce qu'elle peut mal se passer en fait, et parce qu'on ne contrôle pas toujours la situation. On se contrôle nous-mêmes, on a préparé cette conversation, on s'y attelle avec courage, mais nous ne contrôlons pas la situation parce que nous ne contrôlons pas la personne que nous avons en face de nous. Quels peuvent être des exemples de conversations difficiles? On l'a déjà un tout petit peu dit, mais je le répète, ça peut être par exemple résoudre un conflit avec un membre de sa famille, faire un retour à quelqu'un sur la qualité de son travail, réenthousiasmer quelqu'un d'abattu ou de découragé. Ça peut être aussi tout simplement prendre le temps d'une conversation pour demander pardon en vérité. Ça peut être aussi reconnaître une erreur importante auprès de quelqu'un d'important pour nous. Ça peut être aussi éventuellement obtenir l'implication de quelqu'un dans un nouveau projet, qu'il soit familial, qu'il soit professionnel, etc. Et puis, il y a des conversations qui parfois se situent d'une certaine manière au carrefour de la vie d'une personne. Et ces conversations-là, elles sont particulièrement importantes. Je dirais qu'il y a des conversations qui ouvrent des portes, mais il y en a d'autres qui malheureusement enferment. Parfois, vous avez des personnes, alors dans ce topo, c'est vrai que je considère moi la conversation parent-enfant, en tout cas parent-jeune-enfant. En revanche, ça peut s'appliquer à parent-enfant-adolescent, parent-enfant qui va commencer ses études. Et justement, par exemple, les conversations qui ont lieu au sujet du choix des études, du choix de la profession, de la personne à épouser, d'une vie à donner éventuellement. Toutes ces conversations-là, c'est des conversations qui sont des conversations qu'on peut appeler carrefour pour la vie d'une personne. On est au croisement de la vie d'une personne. Et dans ces conversations-là, il est très important de bien les préparer, d'abord pour qu'elles ne nous prennent pas au dépourvu, que si un enfant vient avec un sujet important de cette taille-là, on sache lui dire, laisse-moi y réfléchir un peu, on va prendre le temps d'en parler, je ne veux pas en parler n'importe comment avec toi, de telle sorte qu'on ne se retrouve pas dans le cas d'une conversation qui, parce qu'elle aura peut-être été un peu précipitée, va fermer des portes au lieu d'en ouvrir. C'est très important que nos conversations ouvrent des horizons de croissance aux personnes qui nous entourent. Et vous l'aurez compris, quand une conversation n'a pas lieu, ou alors si elle a lieu et qu'elle surgit, j'allais dire, sans maîtrise ou sans préparation, elle peut se payer cher, justement, parfois, en confiance perdue,
en occasion manquée de porter de l'aide à quelqu'un, en crédibilité personnelle aussi, au sein de notre famille ou de notre groupe d'amis. Elle peut se payer cher parfois en amitié perdue, en rupture familiale importante, que ce soit avec un frère, avec une sœur, avec un parent, ne disons pas avec, avec notre époux, notre épouse, bien sûr. Donc, c'est important d'y accorder de l'importance à ces conversations et de ne pas les malmener. Si nous avons un tempérament plutôt réactif ou une forte émotivité, nous devons bien sûr apporter un soin tout particulier à la maîtrise de nous-mêmes, afin justement de repérer ces conversations aux enjeux importants et d'éviter de les rater. Et puis, si nous avons un tempérament plus passif, il est bon de se demander si dans telle situation, il vaudra la peine justement de prendre le temps d'une bonne conversation. Parce que le tempérament plutôt passif, il peut avoir tendance, lui, plutôt à la non-conversation. Et une non-conversation, une conversation qui devrait avoir lieu et qui n'a pas lieu, peut aussi avoir des effets extrêmement désastreux. Euh, donc, nous avons évoqué ce qu'est une conversation difficile. Nous pouvons maintenant s'atteler un petit peu à voir comment préparer une conversation difficile. Bon, je dirais comme point de départ essentiel que le plus important pour qu'une conversation se passe bien et pour bien la préparer, c'est de se poser cette question, est-ce que je connais bien mon interlocuteur? Est-ce que je lui veux du bien? Est-ce que je l'aime vraiment? Mère Teresa, dans un colloque international qui réunissait des dirigeants du monde entier et dans lequel elle avait été invitée à dire le mot de la fin, s'est approchée du pupitre à la fin, dans les 5 dernières minutes du colloque, et leur a simplement dit, et elle n'a pas dit autre chose dans son discours, ainsi vous voulez voir changer les personnes, vous voulez voir changer les choses autour de vous, mais surtout vous voulez voir changer les personnes, les connaissez-vous, les aimez-vous? Et elle est partie. Bon, à l'heure d'aborder nos conversations, c'est bon de se questionner sur quelle est l'intention qui nous pousse à agir, en fait, qu'une conversation importante n'ait jamais lieu par désir de vengeance, par désir de régler des comptes, non. En fait, nous voulons converser et converser en profondeur et en vérité parce que profondément, nous aimons les personnes et nous voulons aussi mieux les connaître par le biais de ces conversations. C'est un point de départ qui est essentiel et je dirais que si ce n'est pas l'amour et le bien de l'autre qui nous poussent, nos conversations, bien sûr, seront vouées à l'échec. Alors ensuite, bon, simplement pour vous donner quelques pistes rapides, nous pouvons, j'allais dire, considérer un peu quelques techniques concrètes. Peut-être qu'on peut considérer 2 points clés sur lesquels travailler pour bien préparer une conversation difficile. Donc, il y a, j'allais dire, tout simplement la force du raisonnement, c'est-à-dire finalement le déroulé intellectuel de cette conversation, les arguments, le raisonnement. Quand je dis arguments, je ne parle pas d'arguments en mode guerrier, mais plutôt voilà, d'arguments dans le sens de la réflexion et des apports qu'on va avoir dans cette conversation. Et puis ensuite, le deuxième point clé, c'est notre empathie. Il est important que nous développions un haut degré d'empathie, et donc nous apprenions à travailler sur l'attitude que nous allons avoir avec notre interlocuteur. Du point de vue du raisonnement, de l'argumentation, le message doit être clair, il doit être simple, il doit être bien structuré, il doit être aussi appuyé sur des données claires, convaincantes, factuelles. Et puis, bien sûr, ce message doit être en lui-même convaincant, même s'il ne s'agit pas de gagner. Mais en tout cas, il doit être impactant, en fait, ce message. Ensuite, du point de vue de l'empathie, il faut réfléchir à cette capacité de syntoniser avec la manière d'être de la personne que nous avons en face de nous. Alors, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Du point de vue justement de l'empathie, on va commencer par l'empathie. Enfin, non, justement, pardon, excusez-moi. Là, dans cette slide, on va justement voir le lien, quelle va être la nature le résultat de la conversation en fonction justement de cette alchimie entre empathie et raisonnement. Et c'est vrai que beaucoup de conversations qui ne sont pas bien préparées et qui ne font preuve d'aucune empathie provoquent finalement une forme d'usure et de frustration chez les personnes qui la reçoivent. J'allais dire même parfois,
on a un peu une impression de perte de temps, en fait. Ça n'a servi à rien, ça n'a fait que nous énerver parce qu'en fait, on ne s'est pas compris. Et en plus, il y avait, s'il n'y a rien de factuel, hein, s'il n'y a rien de convaincant sur le plan, j'allais dire, du raisonnement, en fait, voilà, mis à part nous faire perdre du temps, ça nous a agacés, en fait. Ça, enfin, ça arrive également aussi hein, quand le raisonnement n'a pas été très travaillé dans la conversation, lorsqu'on ne se situe que sur le plan des émotions, du ressenti, etc. Même s'il ne faut pas négliger le ressenti, hein, on le verra. Mais si on ne s'intéresse voilà, qu'au domaine de l'émotion, quand bien même il y a de l'empathie, là aussi, ça crée de l'énervement. Et ça, c'est souvent le cas justement lorsque on est très en confiance avec la personne. Par exemple, j'en sais rien, moi, quand on est avec notre meilleur ami, par exemple, euh, ben voilà, on est très empathique, mais on n'a pas bien préparé ce qu'on allait dire. On manque un tout petit peu de rigueur dans ce qu'on est en train de lui expliquer, et là, ça crée l'explosion. Parfois, si on mise trop sur la confiance, ben, en fait, on crée plutôt une forme d'énervement, en fait. Hein. Et c'est vrai que parfois, il y a beaucoup de relations amicales ou de relations familiales entre frères et sœurs qui parfois ont été cassées, justement, rompues, justement, à cause de, voilà, d'une grande sympathie, j'allais dire, dans la forme, mais finalement, qui a trop blessé la personne par manque de préparation. Euh, voilà. Et là, si derrière, on n'a pas l'humilité et l'intelligence de se demander pardon, ben, malheureusement, sur le long terme, ça peut beaucoup abîmer la relation. Ensuite, si on a une argumentation qui est impeccable, qui est claire, qui est factuelle, mais qui n'a pas du tout d'empathie, ben là, ça va provoquer le rejet, tout simplement parce que même si le message parvient en théorie à l'interlocuteur, il ne le touche pas profondément dans son être et surtout comme il ne perçoit pas de bienveillance de notre part, en fait, il rejette ce que nous lui disons quand bien même il reconnaît peut-être avec son intelligence que le message est vrai. Alors, ce vers quoi nous devons tendre, hein, c'est d'arriver justement à avoir un raisonnement qui est clair, avec une empathie au plus haut degré. Et là, on aura hein, une conversation que moi j'appelle une conversation inspirante, qui pourra être une boussole pour plus tard et qui pourra surtout hein, donner une forte dose d'énergie à la personne qui est en face pour qu'ensuite elle puisse prendre les bonnes décisions. Et d'ailleurs, une conversation réussie, c'est pas une conversation dans laquelle la personne qui est en face de nous va avoir adhéré à notre raisonnement. C'est une conversation dans laquelle on aura justement ouvert des portes, on aura ouvert des horizons et on aura donné au fond les moyens à la personne qui est en face de nous de se remettre en question et de réfléchir pour ensuite voilà, prendre une décision en conséquence de cause, mais de manière libre en fait. Hein. Donc ça, c'est l'idéal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour, d'une certaine manière, euh, bien raisonner, en tout cas améliorer hein, ce raisonnement? Il me semble qu'il est important hein, qu'on identifie bien quel est l'objectif de notre conversation. Euh, on a évoqué hein, plusieurs types de conversations tout à l'heure en début de topo. Euh, il est important de bien identifier pourquoi je veux avoir une conversation inspirante avec telle ou telle personne. Et on ne peut pas avoir 10 000 objectifs à la fois. On ne peut pas vouloir résoudre tous les problèmes d'un coup. Donc, c'est important de s'arrêter, de se dire, voilà, aujourd'hui, avec cette conversation, je veux arriver enfin, je poursuis tel objectif, je veux arriver à tel résultat. Ensuite, on va petit à petit élaborer les messages clés qui vont venir étayer cette conversation, qui vont venir justement argumenter l'objectif principal. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de messages clés, deux ou trois suffisent. Et c'est bon que, j'allais dire qu'on arrive hein, dans la conversation à les souligner, enfin à les souligner pas matériellement, mais à vraiment faire comprendre à notre interlocuteur que ça, c'est une chose importante pour nous. Parfois, ça peut être bon aussi hein, de les mémoriser, peut-être, même si ça peut sembler un peu artificiel, mais quand la conversation va aborder un thème vraiment difficile, euh, si vraiment il s'agit d'une personne avec qui on est en conflit, par exemple, hein, ou avec qui le conflit est récurrent et permanent,
et qu'il va falloir, j'allais dire, aller en profondeur, en fait, ce ne sera pas de trop hein, que vraiment de se répéter cette conversation dans notre tête, quand bien même, bien évidemment, elle n'aura pas lieu telle que nous l'aurons imaginée, mais le fait même de s'être répété des messages clés, peu nombreux, mais bien, bien assimilés, fera qu'à un moment donné, quand bien même la conversation part peut-être parfois dans d'autres directions, au bout d'un moment, ce message clé que nous aurons préparé, nous arriverons à l'introduire de manière naturelle et spontanée dans la conversation. Et donc, enfin, le fait de travailler sur le raisonnement ne s'improvise pas. Bon, ensuite, si nécessaire, on peut travailler aussi sur l'ordre des messages. On peut, dans notre tête, hein, organiser la conversation, se mentaliser sur le fait qu'on ne passera pas le message clé numéro 2 tant qu'on n'aura pas passé le message clé numéro 1. Et puis ensuite, ben, on va essayer de prendre appui hein, sur des faits et sur des données précises, en évitant hein, de trop s'appuyer sur des réactions trop émotionnelles. Même si on peut bien dire, hein, effectivement, dans telle situation, je me suis senti ceci, cela. Mais d'abord, il faut qu'il y ait un fait concret, une donnée précise. Donc, peu de faits, mais bien choisis. Et surtout, comme on l'a déjà dit, hein, il ne faut pas chercher à tout dire. Alors ensuite, si ça nous aide, si c'est utile pour nous, on peut utiliser hein, la technique situation, comportement, impact. En tout cas, elle peut nous aider dans la partie de la préparation de la conversation. Qu'est-ce que cette technique de situation, comportement, impact? C'est une technique dans laquelle justement on s'habitue à situer le contexte hein, de la conversation. Alors, parfois, ça peut être vrai, enfin, peut-être, enfin, cette technique de situation, comportement, impact, elle peut aider pour des conversations de courte durée ou lorsque on a besoin de faire aussi ce qu'on appelle souvent des signes de reconnaissance à des personnes qui soient plutôt des signes de reconnaissance euh, conditionnels, mais enfin négatifs. Alors, je vous donne un exemple hein, qui est un peu bêta, mais qui peut un peu situer. Mais donc, une manière, par exemple, de situer le contexte serait de dire, bon, l'exemple que je vous donne, c'est un contexte qui est pris du contexte professionnel, mais je pense que vous saurez le transposer au contexte familial ou amical. Donc l'exemple, enfin, présenter la situation hein, pourrait revenir à dire, par exemple, voilà, hier soir, lors de la réunion que nous avons eue dans la salle Mozart, donc voilà, ça c'est situer le contexte pour que la personne sache de quoi on parle. Ensuite, on va décrire le comportement que nous avons observé, en évitant à tout prix hein, de tomber dans des adjectifs qui soient jugeants ou qui soient déjà de l'ordre de l'interprétation. Donc, hier soir, lors de la réunion qui a eu lieu dans la salle Mozart, pendant ma présentation, j'ai observé que tu parlais de manière répétée avec ton collègue Vincent. Voilà, donc ça, c'est factuel. Et ensuite, nous allons expliquer l'impact que ce comportement a eu sur nous. Donc là, en l'occurrence, la personne va dire, donc j'ai observé que tu parlais de manière répétée avec ton collègue Vincent et j'ai été très perturbée par cela et assez déçue. J'ai eu l'impression que cela ne t'intéressait pas. Voilà, donc c'est assez scolaire hein, comme manière de faire et évidemment nos conversations elles vont aller beaucoup plus loin mais je pense que vraiment dans la phase de préparation de la conversation ça peut nous aider parce que voilà et vraiment cette question de enfin notre réflexe naturel hein, il est de juger et de dire les gens n'étaient pas intéressés ou Caroline n'était pas intéressée elle faisait que parler avec Vincent mais en fait il s'est peut-être passé autre chose qu'on n'a pas su et peut-être qu'effectivement Vincent tout d'un coup a reçu un message très inquiétant et voilà il a parlé avec Caroline de s'il fallait qu'il reste, qu'il parte, enfin, j'en sais rien, mille choses peuvent arriver aux gens en fait et c'est sûr que parfois on tend facilement à interpréter euh, souvent par rapport à nos propres croyances, à nos propres valeurs, à nos propres critères. Donc évidemment, nous, on pense que bah, c'est de mise quand on fait une présentation, que tout le monde nous écoute du début à la fin sans sourciller. Bah ça, c'est oui, c'est notre manière de voir, mais en fait, la vie est plus riche, en fait. Hein. Donc, euh, il faut, enfin, c'est important de ne pas juger, de ne pas interpréter, parce qu'en fait, dans notre manière de nous exprimer, il va falloir que notre interlocuteur puisse donner une explication à ce qui s'est passé, nous dire oui, effectivement, pardon, je me suis distrait, ou il m'est arrivé ceci ou cela. Ou peut-être qu'effectivement, on va devoir s'entendre dire, bah, effectivement, ça ne m'intéressait pas ce que tu avais à me dire, mais enfin, au moins, c'est dit de manière claire, en fait. Hein. Voilà. Et de temps en temps, hein,
ça peut être intéressant aussi, avant d'entamer une conversation plus difficile, justement de demander, enfin de prévenir votre interlocuteur, de pouvoir lui dire, euh, bah là, en l'occurrence, dans la situation qu'on vient d'évoquer, ben, par exemple, est-ce que je peux te faire une observation par rapport à quelque chose qui s'est passé hier, j'aimerais qu'on en parle. Bon, voilà, comme ça, la personne aussi, elle se prépare psychologiquement au fait que probablement le message qu'on va lui adresser va pas forcément être extrêmement positif. Alors, on continue. Quelques clés pour grandir en empathie après avoir vu les clés du raisonnement. Je pense que la clé d'une conversation en empathie, c'est d'essayer de comprendre enfin, d'identifier un tout petit peu la personnalité de notre interlocuteur parce qu'on ne va pas s'adresser pareillement à des personnes aux personnalités différentes. Et donc, on va tâcher ensuite d'adapter notre manière de transmettre notre message à la personne que nous avons en face de nous. Alors, comment identifier la personnalité de notre interlocuteur? Bon, je crois que dans le cadre du GPS pour la famille, vous avez certainement déjà eu des topos sur la personnalité, le tempérament, etc. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Il y a différents modèles de tests, etc. Bon, moi, je m'inspire là d'un modèle qui s'appelle le DISC. Voilà, si vous avez envie de faire des tests de DISC, vous pouvez en trouver gratuitement sur Internet. Enfin, en gros, on peut on va dire, parler de quatre formes de personnalité. La personne qui est plutôt dominante, celle qui est plutôt influente, celle qui est plutôt stable, celle qui est plutôt consciencieuse. Donc voilà, ça dépendra de si la personne est plus extravertie ou plus introvertie, si elle est plus orientée vers les tâches ou plus orientée vers les personnes. Bon, c'est important d'essayer de comprendre la personne que j'ai en face de moi, où est-ce qu'elle se situe à l'intérieur de ce cadre. Et vous lirez tranquillement, si vous voulez faire pause sur le topo, vous pouvez pour pouvoir lire un peu plus calmement cette slide. Une fois que vous avez essayé de vous approcher au plus de la personnalité de votre interlocuteur, vous allez pouvoir du coup justement adapter votre communication. Alors là, je vais m'arrêter un tout petit peu plus, enfin, je vais lire avec vous la slide et la commenter brièvement. Mais finalement, voilà, une personne qui est de caractère plutôt extraverti, pardon pour la faute de frappe que j'aperçois sur ma slide, et qui est plus orientée vers les tâches, donc la personne qui a un caractère plus dominant, il est important de lui parler avec brièveté et clarté. Surtout pas une conversation qui dure des heures. C'est-à-dire, les dominants, ils aiment qu'on aille en direct au cœur du sujet et qu'on n'aille pas avec mille tours et détours avant. Ils aiment qu'on s'appuie vraiment sur les faits et ils aiment aussi qu'on les fasse intervenir, c'est-à-dire que s'il y a une solution à trouver, ils soient partie prenante de cette solution. Et puis, il faut éviter de surréagir à la confrontation dans le sens qu'un dominant, il va forcément répliquer. Il va forcément dire qu'il n'est pas d'accord, dire que non, c'est pas comme ça. Et là, il va pas falloir rentrer dans un processus de vouloir absolument convaincre l'autre. Non, nous, on délivre notre message, on a notre objectif, on délivre nos deux messages clés et ensuite, on le laisse surréagir s'il veut, mais ce n'est pas la peine de répondre à toutes ces réactions. Il faut surtout voilà, lui dire réfléchis-y tranquillement, si tu veux, on en reparle, on s'arrête là pour aujourd'hui. Si tu veux y revenir, on y revient plus tard. Ensuite, la personne qui est plutôt introvertie et plutôt orientée vers les tâches, pour elle, c'est important justement que le message soit très structuré et c'est important d'avancer pas à pas. C'est important de récapituler et s'il commence à parler, si cette personne commence à parler, c'est important de ne pas l'interrompre et de l'écouter jusqu'au bout parce qu'elle-même, elle aura son message structuré. Si on la coupe au milieu, ça va la déstabiliser ou ça va le déstabiliser. Euh, la personne qui est de caractère plutôt extraverti, qui est plutôt orientée vers les personnes, c'est important d'utiliser beaucoup des métaphores et des images parce que ça lui parle davantage. C'est important de la laisser un tout petit peu divaguer, partir un peu dans tous les sens, même si nous, bien sûr, on va tâcher de fournir un cadre à notre conversation, on va essayer de le respecter, nous, intérieurement. Mais en tout cas, on va surtout essayer de ne pas trop l'étouffer avec des détails. Donc la conversation, elle pourra être un peu plus longue avec une personne au caractère dominant, mais bon, pas non plus éternisée. Et puis pour la personne qui est plutôt de caractère introverti, orientée vers les personnes, ce qui est capital, c'est de créer le climat de confiance. Et là, pour le coup, peut-être
de partager davantage au niveau des émotions. La personne qui a ce caractère-là, ce tempérament-là, elle va être sensible justement au fait qu'on lui dise, moi, dans cette situation, je me suis sentie comme ceci et comme cela. Les personnes introverties tournées vers les personnes, hein, elles sont très attentives au fait de créer la paix autour d'elles, elles détestent le conflit, donc quand elles comprennent qu'une situation peut-être nous a mis mal à l'aise, elles sont sensibles à cet argument-là. Euh, voilà. Et cette personne-là, il faut aussi lui laisser justement hein, le temps d'intérioriser les choses, d'y réfléchir, et en revanche, de ne pas chercher à lui donner une solution tout de suite, parce qu'elle aura besoin de temps pour ruminer la chose. Et si tout de suite on lui fait une proposition concrète et on lui dit, ben, je sais pas, si par exemple dans le cadre d'une conversation qui vise à l'aider, lui donner tout de suite la solution de ce qu'il faut qu'elle fasse, ça va un peu l'écraser, ça va un peu l'étouffer parce que, elle aura besoin voilà, de chercher elle-même un peu tous les possibles et de réfléchir tranquillement à ce qu'on lui aura dit. Voilà, donc ça, ce sont quelques clés hein, pour adapter notre communication. Euh, et ensuite, donc, d'autres dernières petites pistes. Hein, il me semble que c'est important, enfin, j'ai mis ici hein, de soigner, soigner les pré-conversations. Qu'est-ce que je veux dire avec les pré-conversations? C'est-à-dire soigner tous les messages que l'on va donner en amont pour prévenir la personne que on voudrait parler en profondeur avec elle. Éventuellement même, parfois, hein, on peut annoncer le sujet. Tiens, j'aimerais te parler de telle chose. L'autre jour, euh, j'aimerais revenir sur la conversation qui a eu lieu l'autre jour à table. J'ai réfléchi, j'ai deux, trois choses avec lesquelles j'aimerais échanger avec toi. Quand est-ce qu'on peut se retrouver? Parce que là, la personne, elle se prépare, elle commence elle-même à penser, à réfléchir. C'est du coup important de aussi bien choisir le bon moment. Et puis nous, hein, j'allais dire, quand on aborde cette conversation, hein, d'être très attentif, j'allais dire, à notre conversation intérieure. Et là, je reviens à la slide de Mère Teresa. Hein. Est-ce que nous connaissons les personnes? Est-ce que nous les aimons? Très souvent, peut-être parfois, nous ne les connaissons pas suffisamment, mais la conversation est pour nous une occasion euh, justement de mieux les connaître. Mais donc, ne jugeons pas ou ne pensons pas que nous connaissons trop bien cette personne, mais justement, appuyons-nous sur la conversation pour justement avoir une plus grande connaissance, justement parce que nous voulons bien de cette personne, parce que nous l'aimons. Ensuite, bien sûr, bah, c'est intéressant hein, de toujours regarder son interlocuteur dans les yeux, d'écouter aussi avec les yeux, d'éviter hein, des changements brusques de conversation, de ne pas interrompre notre interlocuteur. Et puis, important aussi de manifester, hein, surtout dans une conversation qui vise à aider quelqu'un, euh, qu'il ne s'agit pas d'avoir raison en fait. Hein. Il suffit plutôt de réfléchir et d'avancer ensemble. Moi, j'aime bien dire que finalement, une conversation, c'est pas une addition hein, ou c'est pas une soustraction, toi, moins moi. Enfin, c'est une multiplication en fait. Hein. C'est ton apport, mon apport qui va apporter quelque chose de plus riche. Et puis même quand c'est une conversation qui vise à résoudre un conflit, il ne s'agit pas non plus hein, d'avoir raison. Il s'agit surtout, au fond, hein, de se comprendre, de pouvoir saisir qu'en fait, là, on s'est mutuellement fait mal, on s'est mutuellement blessé et que donc, à l'avenir, en fait, on va tâcher d'agir différemment, en fait, parce qu'on ne veut pas ce conflit. Et donc, peut-être qu'on va trouver des pistes de solutions communes sur des comportements ou des manières de faire qui vont nous aider. Et là, je pense notamment en disant ça à toutes les relations que nous pouvons avoir avec notre belle famille au sens large, hein, les parents de notre conjoint, mais aussi les frères et sœurs quand on se retrouve en vacances familiales, combien de conflits il y a parfois sur des manières de faire différentes. De bonnes conversations permettent non de dire moi je veux que ce soit ma manière de faire qui prédomine, mais plutôt d'essayer de trouver une solution qui va satisfaire tout le monde. Et là, je pense à des choses basiques, hein, l'horaire des repas, l'horaire du coucher, le lever, enfin toutes ces choses que vous connaissez en famille et qui fait que parfois les mères de famille, elles rentrent des vacances épuisées en fait et souvent très énervées intérieurement. Bon, ouais, on va voir si ce topo vous permet de rentrer de vos prochaines vacances apaisées. Et puis, bah voilà, choisir les bons mots dans la petite diapositive suivante que je vais passer rapidement parce que le temps passe et que je ne peux pas m'éterniser. Vous allez pouvoir voir rapidement une liste hein, de bons mots que vous pouvez utiliser. Et puis, un dernier point hein, serait finalement de bien choisir le lieu. Euh, Parfois, ce n'est pas forcément bon d'être assis l'un en face de l'autre. Parfois, une bonne conversation, bah, elle peut se faire en marchant
dans un parc, dans la rue. En tout cas, c'est bon d'éviter un contexte ou un cadre qui soit trop formel, éviter d'avoir un bureau entre nous deux. Je dirais que parfois l'avantage de marcher, c'est que, alors bon, tout à l'heure je vous ai dit que c'est important de regarder son interlocuteur. Bah, c'est vrai quand on est assis sur un canapé et qu'on se parle voilà, en mode affectueux, en mode chaleureux et qu'on cherche voilà, à créer du lien, mais parfois c'est très facile avec une amie, avec un ado, etc. Mais quand la conversation, elle risque d'être plus difficile, l'intérêt de marcher, c'est que justement, bah, peut-être on n'a pas tout de suite immédiatement hein, à affronter ce regard de l'autre qui peut-être parfois peut nous faire peur. Donc voilà, tout le monde marche dans la même direction. Ça veut dire aussi qu'on a le même objectif commun en faisant cette marche ensemble. Après viendra le temps où si la confiance est bien établie, peut-être que la conversation, elle finira assise sur le canapé et ce sera super. Voilà, mais en tout cas, le lieu a une certaine importance. Voilà, donc moi, j'en ai fini pour cette petite présentation. Je vous invite, hein, j'allais dire comme petit objectif à la fin de ce topo, ben, parmi toute cette liste que vous avez fait tout à l'heure, hein, à choisir une conversation en attente et vraiment à la transformer en une conversation inspirante. Euh, ben, j'espère de tout cœur que ça va vous aider hein, justement dans vos relations. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est bien sûr vous remercier hein, pour votre écoute attentive et surtout vous dire que ce topo hein, est essentiellement inspiré d'un livre qui s'appelle The Talking Manager, que vous pourrez lire soit en anglais, soit en espagnol, d'un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup suivi dernièrement, qui s'appelle Alvaro González Alorda et qui est consultant et spécialiste hein, de la transformation des personnes et des entreprises. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup, Tiffaine, pour cette présentation vraiment très claire et inspirante. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner et aussi à nous envoyer pardon, vos commentaires sur la chaîne. Voilà, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. À très bientôt et merci beaucoup, Tiffaine.